Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Dr. Kornbluth, at MIT, does calling for the genocide of Jews violate MIT's yes or no? If targeted at individuals, not making public statements. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, et sacrée guerre en ce moment. Alors une guerre contre le réchauffement climatique à Dubaï. Eh oui, à Dubaï. Combien 700 jets privés, je ne sais pas combien, sont arrivés à Dubaï pour la COP28. On va en parler avec François Gervais, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette COP28? On va en parler, et puis on va parler de cette incroyable polémique dans les 3 plus grandes universités américaines. Je parle de Massachusetts Institute of Technology, le MIT, Harvard et Pennsylvania University. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que des propos antisémites, ça contrevient au code de l'université? Ou ça dépend du contexte? Vraie question? Eh bien, on va en parler. C'est tout à fait hallucinant avec Pierre Guerlin. Et puis, après les perles, les huées, les bravos, nous allons recevoir Michel Onfray. Michel Onfray qui lance l'hypothèse Jésus. Oui, il est athée, Dieu merci, comme disait Ernest Renan. Et on parle de ça, mais on va évidemment avec lui parler de l'état des lieux, l'état de la France, l'état des mentalités, et puis l'état des violences. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. The top of the COP. Et oui, en ce moment et jusqu'au 12 décembre, à Dubaï, 198 pays sont représentés pour la COP 28. Qu'est-ce qui va se décider? Eh bien, on en parle tout de suite, notamment avec François Gervais. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Nous sommes les enfants, we are the world, we are the children. Extraordinaire, par terre, des plus grandes stars de la pop, rassemblées par Quincy Jones, effectivement, We Are the World, ça a fait le tour du monde. Eh bien, les représentants des 198 pays à Dubaï, eh bien, ils espèrent aussi, justement, sauver les enfants, accélérer, réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça l'objectif, hein. Il faut contenir, disent-ils, le réchauffement planétaire à 2 degrés maximum d'ici à la fin du siècle, et même 1,5 degré dans la mesure du possible. Voilà. Et puis, l'Union européenne veut que la COP28 marque le début de la fin des énergies fossiles. On l'a vu hier, on a parlé dans cette émission, vous savez que le sultan Al-Jaber des Émirats Arabes Unis, le président, était pas très sûr de cette fin des énergies fossiles, ni ne marquer la volonté effectivement d'en finir, mais enfin toujours est-il que voilà, on est là, et on aura le 12 décembre les résultats de leurs efforts. François Gervais, bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour François Gervais, alors vous êtes physicien, vous êtes essayiste, on vous a reçu à plusieurs reprises pour vos livres, et toujours avec plaisir, parce que vous ne mettez pas votre langue dans votre poche, et puis vous n'êtes pas en mauvais termes avec les mots. Auteur de Impasse climatique aux éditions de l'Artilleur. Alors François Gervais, cette COP 28, elle va, de cette montagne, va-t-on accoucher de quoi? Qu'on le veuille ou non, la concentration de CO2, le dioxyde de carbone atmosphérique, va continuer à augmenter dans l'atmosphère. Pourquoi? Parce que les principaux émetteurs, c'est la Chine, oui, qui à elle seule consomme la moitié du charbon mondial, suivi des États-Unis. Alors, ça dépend un peu du président s'il est républicain ou démocrate. Mais comme de toute façon, ils sont redevenus les premiers
le pays le premier producteur de pétrole au monde. Oui. Ils doivent être gênés aux entournures d'une certaine façon. Derrière, il y a l'Inde qui n'a pas caché, qui a continué à utiliser les ressources fossiles pour faire l'électricité qui va permettre de sortir la population de la pauvreté et de la misère. Le quatrième, c'est la Russie. Ça m'étonnerait qu'on réussisse à lui donner le bon exemple. Oui. Oui, mais alors justement, mais dites-moi, mais cette COP28 où le monde entier est représenté en principe, ils ne peuvent pas mettre à récipicence, dire à la Chine, à l'Inde, aux États-Unis, à la Russie, eh bien écoutez, faites des efforts, contrôlez-vous, sinon ça va être pampan. Non, ça n'existe pas, ça. Je vois pas bien comment. Oui. Non, mais je veux dire par là que, donc, c'est de l'enfumage. François Gervais, non mais parlons très clair. On fait une COP, on se réunit, d'ailleurs des milliers de jets privés sont là, ne parlons pas de Dubaï et de la situation dépollutive de Dubaï, bon très bien, mais au fond, ça sert à quoi? Alors, ils se réunissent, ils disent voilà nos objectifs, l'effet de serre, le CO2, etc. Diminuer le réchauffement planétaire à 2 degrés maximum. Qu'est-ce que ça veut dire 2 degrés maximum ou 1,5? François Gervais, c'est ça qu'on comprend pas. En fait, est-ce qu'il y a vraiment réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a vraiment invasion du CO2 de façon à ce qu'on ne puisse plus respirer ou pas? C'est vraiment la grande question. Alors, si on reprend le dernier rapport AR6 du GIEC, oui. Je ne prends pas les chiffres, parce que les chiffres du GIEC sont discutables, mais je ne vais même pas les discuter. On va reprendre les conclusions, les chiffres qui sont dans le rapport. Mmh. Si on regarde l'augmentation annuelle moyenne du CO2 atmosphérique, c'est 2 millionièmes de la concentration de l'air. 2 millionièmes. Oui. Si on reprend les chiffres du GIEC, oui. 2 millionièmes. Si on reprend les chiffres du GIEC, ça réchauffe la planète de 7 millièmes de degrés par an. 7 millièmes de degrés par an. Oui. Pour une augmentation de 2 millionièmes du CO2 proportion de l'air. Mmh. Et ça, c'est les chiffres du GIEC qui, comme ça qu'un sait, n'est pas vraiment anti-écolo, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein. D'accord. Je tiens un discours politiquement correct, je reprends les chiffres du GIEC, dont j'étais expert reviewer, je les connais bien. D'accord. Alors, ensuite, donc, vous donnez des chiffres, effectivement. Alors, en même temps, qu'est-ce que ça veut dire? Je répète un peu ma question. Donc, si les chiffres que vous avancez, qui sont les chiffres du GIEC, comment peut-on dire qu'ils vont essayer de réduire parce qu'ils disent qu'à la fin du siècle, c'est-à-dire, nous sommes en 2023, donc en l'an 3000, 2023, 2100, en 2100, normalement, enfin, disent-ils, ça risque d'être un réchauffement de degrés même plus, et alors ils vont essayer. Ça veut dire que ce chiffre ne veut rien dire. D'abord, si on reprend toujours ce dernier rapport du GIEC, oui. Ils reconnaissent une incertitude sur le chiffre que vous citez de 233%. Combien? Quand même. De 233% d'incertitude. Incertitude, oui. Intéressant. Et ça, dans les COP, on n'en parle jamais. Alors, ce sont les chiffres du GIEC. Incertitude de 233%. Oui. Mais alors, dites-moi, comment peut-on, je sais que, restons dans le politiquement correct, cher François Gervais, nous aimons ça, nous, ici. Comment peut-on, dans un rapport qui se dit scientifique, parler d'une incertitude de 233%. Mais c'est-à-dire que ça veut dire que c'est totalement aléatoire, ce sont des chiffres qui sont avancés qui ne veulent rien dire, c'est quand même, je sais pas, pour quelqu'un, moi je suis un Huron, j'essaye de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire?
C'est tout à fait vrai. On devrait conclure, finalement, on ne sait pas trop. Voilà, on ne sait pas trop, mais on y va quand même. Et alors, la COP 28, disent en tout cas l'Union européenne voudrait, cette chère Ursula von der Leyen, marquer le début de la fin des énergies fossiles. Et vous-même, vous avez dit en préambule, vous l'avez dit François Gervais, au fond, si j'ai bien compris, la Chine, l'Inde, la Russie, d'ailleurs depuis le début des COP, on leur dit attention, mais il n'y a aucune sanction puisque personne ne peut appliquer de sanction. Mettons les mots MOTS sur les mots MAUX. Ça veut dire que c'est vraiment, personnellement, je dis, il y a un côté enfumage et communication planétaire qui coûte très cher, mais ça amène à quoi? Puisqu'il n'y a pas de sanctions, puisqu'il n'y a pas de mesures de rétorsion. Donc la Chine, l'Inde, la Russie, les BRICS pourront continuer. D'ailleurs, ils disent, mais écoutez, vous êtes bien gentil l'Occident, vous avez tout ce qu'il faut pour vous développer, vous êtes content, donc vous dites maintenant, faites attention. Mais alors nous, effectivement, on peut crever et rester à la lampe à huile, c'est pas grave. Est-ce que c'est pas un peu ça, François Gervais? D'autant plus que la France, ça n'est que 1% des émissions mondiales. Ouais. Qu'on fasse ou qu'on fasse pas, l'Europe, c'est seulement 10%, même pas 10% des émissions mondiales. Ouais. Que l'Europe fasse ou fasse pas, ça changera pas grand-chose. Si les principaux émetteurs, les 4 que j'ai cités, Chine, États-Unis, Inde et Russie, font 60% des émissions à eux 4. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, en Europe? On peut faire toutes les déclarations qu'on veut. Qu'est-ce que ça changera? Ouais. Et en fait, alors tout ça, c'est quoi? C'est, à votre avis, François Gervais, d'ailleurs, vous avez pris ces impasses climatiques. Au fond, si on va alors maintenant dans le fond du sujet, qu'est-ce qu'il y aurait à faire, ou parce que le rapport des forces étant ce qu'il est, on a bien compris que ça ne changera rien, en tout cas pour le moment, tant qu'on adopte des COP 28 ou des COP 35, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire, ou au fond, quand on reprend vos chiffres du 1 millionième, etc., est-ce que tout ça n'est pas, encore une fois, non pas seulement une impasse climatique, mais un faux semblant climatique, et j'irais jusqu'à dire une arnaque climatique? Je vous pose la question. Je souscris à votre mot arnaque, oui, car ça y ressemble de plus en plus. Ouais. Lorsqu'on voit que le nombre de participants à cette COP est 2 à 3 fois supérieur à ce qu'il était dans les 2-3 précédentes, ouais. Y a vraiment, on se demande si certains des participants n'y vont pas pour négocier un contrat de pétrole ou de gaz avec les Émirats. Oui, non, mais 45, je rappelle, 45 chefs d'État. Il y a 198 pays présents, je rappelle, à Dubaï, et 45 chefs d'État, dirigeants. Oui, on peut se poser la question, mais dites-moi, franchement, le GIEC, vous y étiez, vous avez pris vos distances depuis. Au fond, ces personnes, que ce soit le GIEC ou autres, qui nous bassinent depuis Al Gore, depuis d'autres, depuis le rapport Le Traité de Rome, depuis tout cela, vous le savez mieux que moi, qui ont dit, regardez en l'an 2000 ce qui va se passer dès les années 70, c'est fini, les villes vont être noyées, etc., etc. Est-ce que franchement, François Gervais, aujourd'hui, nous qui écoutons cela depuis des décennies, c'est faux, c'est le management par la peur, comme on l'a vu dans d'autres circonstances depuis 3 ans, ou c'est entretenu pour telle ou telle raison? C'est ça qu'on voudrait comprendre. Le plus ancien thermomètre du monde, qui a été construit il y a 360 ans, et qui mesure la température depuis, montre qu'il y a un réchauffement. Et c'est un bien. Parce que, à l'époque, c'était à la fin du règne de Louis XIV, il faisait froid, il y avait des mauvaises récoltes, le froid tue beaucoup plus sûrement que un peu de chaleur. C'est un bien, ce réchauffement. Par ailleurs, les cycles qu'on appelle de Milankovitch, c'est-à-dire les cycles thermiques, qui sont liés aux paramètres orbitaux de la Terre, montrent que tous les à peu près 100 000 ans, il y a une période très froide suivie d'une période plus chaude. Nous sommes au sommet de la période plus chaude. Il faut s'en féliciter.
parce que la période plus froide se traduit évidemment par une quantité de glace et de neige sur la surface de la Terre considérable. Cette neige et cette glace commencé à fondre il y a seulement 15 000 ans, pour le dernier cycle. Il y a seulement 15 000 ans. Ça a commencé à ralentir cette fonte il y a 7 000 ans. Et c'est comme ça que les océans sont montés de 120 mètres à cause de toute la glace et la neige qui a fondu. Et on observe maintenant, il y a encore entre 1 et 2 millimètres par an de hausse du niveau des océans. C'est pas ça qui va nous engloutir. Oui, c'est pas ça qui va engloutir toutes les villes côtières de la planète. Non. Effectivement. Ben écoutez, hein, c'est franchement, c'est bien de refaire un peu le dessin et le dessin que l'on essaye de cacher de la tapisserie. Merci François Gervais, et on se reparlera bientôt puisqu'il y aura encore des alertes. À bientôt. Et on rappelle votre livre Impasse climatique aux éditions de l'Artilleur. Ça y est, sur Sud Radio, vous connaissez, en avoir l'habitude, vous reconnaissez cette petite musique puisque c'est le grand sapin de Noël. Sud Radio qui commence tout de suite. C'est le moment pour vous de vous faire découvrir ce que vous pourrez peut-être gagner si vous nous appelez au 0826 300 300. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à vous faire gagner? On a plein de choses. Un séjour au parc du Futuroscope à Poitiers en famille. On a une enceinte radio étanche de la marque française Lexon, ou encore de nombreux cadeaux à gagner sous le sapin de Sud Radio. C'est au 0826 300 300. On attend vos appels pour peut-être gagner. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Qu'est-ce que le racisme décomplexé, hein, quand la parole se libère, et allez, open bar, surtout actuellement dans les plus grandes universités des États-Unis. On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. C'est Bernard Blier dans le merveilleux film de Michel Audiard. Elle boit pas, elle fume pas, mais elle cause. Alors les synthèses et les faux culs, oui, c'est intéressant en ce moment. Vous savez qu'il y a eu les dirigeantes, les présidents des plus grandes universités des États-Unis, notamment MIT, le Massachusetts Institute of Technology, renommé mondial, Harvard, renommé mondial, Penn University, Pennsylvanie, renommée mondiale. Il paraîtrait que depuis le 7 octobre, depuis ce qui s'est passé et ce qui se passe entre le Hamas et Israël, Gaza, un certain air d'antisémitisme vole dans les campus américains, en tout cas dans ceux-là précisément. Et alors, vous savez, en Amérique, il y a des contre-pouvoirs. Il y a des contre-pouvoirs assez forts. On peut reprocher beaucoup de choses aux États-Unis. Il y a des contre-pouvoirs, et les 3 présidentes ont été interrogées par la Chambre des représentants américaine. Et on leur a posé une question assez simple. Est-ce que l'appel au génocide des Juifs viole le code de conduite de votre établissement, de vos établissements à chacun? Alors, ils ont répondu, et c'est intéressant parce que, au-delà du problème de savoir sur les Juifs ou etc., sur le racisme en général, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on en parle tout de suite. Dr. Kornbluth, at MIT, does calling for the genocide of Jews violate MIT's code of conduct or rules regarding bullying and harassment? Yes or no? If targeted at individuals, not making public statements. Yes or no? I have not heard calling for the genocide for Jews on our campus. Ms. McGill, at Penn. If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. This is unacceptable, Ms. McGill. I'm going to give you one more opportunity. Voilà, alors, yes or no, c'est-à-dire en 2 mots, la républicaine Elise Stefanik, la représentante, l'élue républicaine, dit oui ou non. Un appel à l'intifada visant à commettre un génocide contre le peuple juif en Israël et dans le monde est-il contraire au code de conduite sur le harcèlement? Question répétée à plusieurs reprises. Et alors, chacune répond, écoutez, le Sally Kornbluth,
discute, par exemple, dit, moi, j'ai pas entendu parler d'appel au génocide des Juifs sur notre campus. Vous comprenez que cet appel à l'intifada est de commettre un génocide contre les Juifs. Et elle dit, attention, écoutez, si c'est vrai, ça fera l'objet d'une enquête d'harcèlement. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte, et chacune a répondu comme ça dépend du contexte, etc. Tant que, justement, la liberté d'expression, ça c'est une chose. Alors, qu'est-ce qui se passe effectivement? Et je crois que c'est un vrai problème qui est posé par rapport au premier amendement américain. Bonjour Pierre Gerlin. Bonjour. Vous êtes professeur en études américaines à Paris-Nanterre et effectivement ça pose le problème au-delà de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Si j'ai bien compris, mais corrigez-moi si je me trompe, le premier amendement de la Constitution américaine permet la liberté d'expression la plus totale, la plus entière, y compris quand il s'agit de parler de, gazez-les ou génocidez-les, etc. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus restrictif. Est-ce que c'est bien ça? Et c'est pour ça que ça a provoqué ce que ça provoque aujourd'hui. Alors, c'est pas tout à fait ça, je vais vous expliquer. Mais avant, il faut faire une analyse de ce qui s'est passé au Congrès. Il se trouve que je reçois en anglais des articles de Haaretz, journal israélien, qui a eu hier un article de Ben Samuels disant « Si vous voulez combattre l'antisémitisme, surtout ne suivez pas Stefanik ». C'est-à-dire la personne qui interrogeait les présidents des universités. Pourquoi? Il s'agit d'une femme trumpiste qui croit à la théorie du grand remplacement, donc qui est dans une zone de racisme et de complotisme. Et qu'a-t-elle fait au Congrès? Elle a posé des questions très agressives aux présidents des universités, qu'elle a mis mal à l'aise, en leur demandant est-ce qu'il est possible d'appeler au génocide des Juifs. Une des présidentes a répondu « J'ai pas entendu parler d'appel au génocide des Juifs ». Mais Alain Gerlin... Il n'y a pas eu d'appel au génocide. Non, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Alain Gerlin, moi j'ai suivi aussi, vous savez, c'est notre métier, de ce qui s'est passé dans certains campus. Il y a eu certains, c'est une minorité, qui ont dit, ça s'est passé en Australie, mais ça s'est passé aux États-Unis, et ils ont appelé en disant, on a la marre, etc., gazez-les, gazez-les. Je vous assure qu'il y a eu des témoignages filmés là-dessus. Alors, c'est une minorité, mais ça a existé. Il y a peut-être, il y a peut-être quelques individus qui ont tenu ce discours. Mais il faut savoir dans les campus, dans quel contexte ça se passe. La loi américaine, effectivement, n'interdit pas les choses qui sont interdites en France. Et les présidents des universités ont, dans les faits, rappelé ce qu'est la loi américaine. C'est-à-dire que dans l'espace public américain, il y a des gens qui disent « tuez-les, tuez tous les Palestiniens ». C'est pas interdit. Ça, dans l'espace public, c'est pas interdit. Mais la façon dont elle a posé les questions, il s'agit, encore une fois, d'une femme qui est trumpiste. Oui, mais enfin, elle n'est pas seule d'être trumpiste. Il y a 60 millions de trumpistes aux États-Unis, vous savez. Oui, bien sûr, mais là, il s'agit d'une représentante au Congrès. Je comprends. Dont un journal israélien dit ne faites pas confiance à cette femme. Non, mais Alain Gerlin, on parle de fait. Arrête, c'est un journal israélien, très bien, de gauche, et puis vous auriez vu Yediot Ahronot, ce serait autre chose. Non, moi, la question que je vous pose, elle est au fond, parce que sinon, on va prendre des partis pris, on aura chacun nos partis pris. Est-ce que, et moi, ça ne me gêne pas du tout, est-ce que aux États-Unis, le fait de dire tuer à mort les Palestiniens, ou à mort les Arabes, ou à mort les Juifs, etc., tant que ce n'est pas suivi d'actes, parce que c'est ça le problème, c'est pas parce que là, il s'agit des Juifs ou des Israéliens, est-ce que c'est permis, c'est la Constitution qui le permet? C'est ça la question. Alors oui, il y a une histoire du premier amendement, et c'est effectivement à partir du moment où ce sont des paroles, comme la American Civil Liberties Union, donc l'organisme de défense des droits à la liberté d'expression l'a toujours dit, ce qui compte, c'est on ne combat pas une parole par des interdictions, mais il faut ajouter des paroles pour contrer des paroles. Donc la liberté d'expression, elle existe,
et elle permet de dire des choses qui sont interdites en France. Alors pourquoi alors ça c'est intéressant parce que effectivement ça peut se comprendre tant que ce n'est pas un acte, ce n'est pas un meurtre, ce n'est pas un massacre, on peut le comprendre. Enfin en tout cas, pourquoi est-ce interdit en France? Pourquoi cette différence entre la France et les États-Unis? Il y a une longue histoire constitutionnelle. Ça commence avec la Constitution américaine, ensuite des arrêts de la Cour suprême dans les années 20. Une pratique, vous savez, en 1978, la American Civil Liberties Union a pris la défense de groupes néo-nazis qui voulaient manifester à Skokie, qui est une banlieue de Chicago, où vivaient beaucoup de juifs, dont à l'époque beaucoup de survivants de la Shoah, au nom de la liberté d'expression. Ça, c'est la position américaine, et la position qui commence à changer. Et qui commence à changer parce qu'un certain nombre de gens réclament l'interdiction de certains discours qui en France sont considérés comme de l'incitation à la haine raciale. Oui, style loi. Après, nous en France, on a la loi Guesso, puis toutes les autres lois, c'est ça? Voilà, la loi Guesso, vous savez, il y a un débat chez les historiens français. Oui. Je crois que Vidal-Naquet avait pris position contre la loi Guesso. Oui, parce que ça empêche, par exemple, les chercheurs d'aller étudier des discours. Donc, il y a une pratique de la liberté d'expression qui est très différente aux États-Unis, mais qui tend à changer sous l'effet de demandes venant de la gauche universitaire, mais qui, par exemple, demandaient il y a des cas où la gauche universitaire demande la censure de certains intellectuels dans les universités. Oui, alors est-ce que Alain Guerlain, c'est intéressant, est-ce que ça c'est l'influence un peu woke et cancel culture? Parce qu'il y a eu une sacrée vague de censure sur ce plan-là, hein, qu'on connaît. Alors, le mot woke, comme le mot complotiste, sont des mots qui ont des sens différents selon qui les utilise. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui critiquaient la cancel culture aux États-Unis, aujourd'hui se demandent l'interdiction de certains discours, c'est-à-dire du camp d'en face. D'accord. Il y a un phénomène où effectivement différents groupes demandent la censure, soit dans l'espace public, soit à l'université. Mais en ce qui concerne cette vidéo et cette attaque des présidentes des universités américaines, ce qui est important de dire, c'est que il n'y a pas eu d'appel au génocide des Juifs. À part quelques individus, mais de la part des professeurs. Du reste, dans toutes ces accusations, on n'a pas de nom donné et d'accusations précises. Quand on lance quelque chose comme ça, il faut des accusations précises. Et il faut bien comprendre que le contexte, c'est... il y a un penseur israélien qui enseigne aux États-Unis, qui s'appelle Raz Siegel, qui, dans une revue qui s'appelle Jewish Currents, a parlé de génocide, mais de génocide à Gaza de la part d'Israël. Donc il y a tout un débat, une guerre d'influence médiatique autour du mot génocide. Oui, il faut faire très attention à ça, d'ailleurs, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas employer des mots impunément, quoi. Mais donc, il faut comprendre ça dans le cadre d'une guerre médiatique. Bien sûr. Entre deux camps. C'est sûr. Et les présidentes américaines, des universités américaines, elles répondent pas toujours très bien. Parce que, par exemple, lorsque l'élu parle d'intifada comme étant synonyme de génocide des Juifs, elle montre sa totale ignorance de l'histoire du Moyen-Orient, de la signification des intifadas. Mais c'est quand même intéressant parce que pour elle, qui par ailleurs est une personne très problématique, puisqu'elle croit au grand remplacement, pour elle, l'intifada, c'est un appel au génocide des Juifs. Mais d'abord, les manifestations qui ont conduit à l'interdiction de certains groupes dans des universités, y compris un groupe comme Jewish Voice for Peace, c'est-à-dire un groupe juif. Oui, mais... Que demande-t-il? Il demande un cessez-le-feu.
Non, mais tout à fait. Mais Alain Guerlin, il y a eu quand même des témoignages très précis. Pierre Guerlin. Oui, il y a eu quand même des voix d'étudiantes. Alors, on peut dire, peut-être qu'elles mentent, mais enfin, pour beaucoup d'étudiantes, on dit qu'elles étaient persécutées au sein du campus par un certain nombre d'étudiants pro-palestiniens qui venaient les persécuter physiquement. C'est-à-dire que l'importation, et Dieu sait s'il y a des choses à dire là-dessus, l'importation du conflit amène quand même à des situations aux États-Unis, dans les campus, c'est pour ça, et là c'est pas à l'intérieur dans l'espace public, c'est dans les campus qui sont très problématiques. Alors, le problème c'est... Oui, mais il y a effectivement de l'antisémitisme dans l'espace public, et il doit y avoir de l'antisémitisme dans les campus. Il y a aussi... il y a eu un jeune musulman qui a été tué à côté de Chicago, 3 étudiants palestiniens sur qui on a tiré, dont un maintenant est handicapé à vie. Donc cette importation conduit à de la violence, c'est tout à fait vrai, et il faut être très sérieux quand on combat l'antisémitisme, qui est jamais acceptable. Ce qu'a fait cette femme, cette élue, n'est pas sérieux, parce qu'elle mélange tout pour en fait rentrer dans une bataille des récits, puisque des narratifs. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a le clivage important, c'est que la majorité des Américains, 68%, est en faveur d'un cessez-le-feu. Et les manifestants réclament un cessez-le-feu. Ils ne se disent pas. Et certains vont évidemment... ça va dériver, on a vu ça avec l'attaque terroriste en France, par exemple. Il y a des dérives. Il y a des dérives qui débouchent vers le terrorisme. Oui. Mais écoutez, en France, il y a eu quand même vous parlez de dérives, il y a eu beaucoup plus que des dérives, mais enfin c'est autre chose. Il y a eu un mort très récemment. Ben oui, et il y a plusieurs morts avant, bon. Donc, des deux côtés. Faut être objectif, là. Oui, alors, vous savez, il faut dire d'où on parle. Moi, je vais vous dire d'où je parle. Oui. Je suis assez d'accord avec Jewish Voice for Peace aux États-Unis, ou alors, par exemple, je suis... Gabor Maté, qui est un médecin très connu. Pierre Guerlin, je vais vous dire une chose, on va pas faire le truc du conflit israélo-arabe, mais moi je peux vous exhiber aussi des Natorei Karta, tous ces juifs à paillettes qui vous disent que l'État d'Israël ne devrait pas exister. Alors si vous me dites, oui, je connais des juifs bon, alors voilà, le problème de Israël et pays arabes, ça malheureusement on a... Moi la question, il prendrait beaucoup de temps, et il y aurait vraiment des deux côtés beaucoup d'arguments à donner. Et je peux vous le dire parce que moi j'ai vécu au Liban, je suis né à Beyrouth, j'ai vécu 25 ans au Moyen-Orient, je parle arabe, je lis l'arabe, et je peux vous dire que je connais vraiment bien cette situation. Donc voilà, on pourra en parler. Voilà. Non mais moi je ne veux pas parler des pays arabes et de l'antisémitisme qui existe dans les pays arabes, dont certainement vous connaissez mieux. Simplement sur les États-Unis, il faut savoir qu'actuellement, il y a une bataille culturelle autour du cessez-le-feu, avec des élites politiques qui sont toutes presque unies contre un cessez-le-feu, et la majorité des Américains qui est favorable à un cessez-le-feu. Et autour de ça, il va y avoir tout un tas de récits médiatiques problématiques. C'est vrai. Mais le vrai problème de l'essentiel pour moi, c'est la définition de la liberté d'expression, et on revient à l'essentiel, parce que après, vous savez, on verra bien aux élections américaines ce qui va se passer. C'est là où on verra au-delà des sondages qui est avec qui et qui est pour qui. Le problème vraiment, c'est que en Amérique, il devrait y avoir une totale liberté d'expression, et s'il y a des appels à la haine et au meurtre, ils devraient être sanctionnés. Voilà, moi en tout cas personnellement, c'est ma position. Les appels au meurtre ne sont pas autorisés par le premier amendement. Où il y a l'exemple qui est connu, c'est appeler, crier il y a le feu dans un théâtre. Ce n'est pas protégé par le premier amendement. Il s'agit juste d'expression d'opinion. Et alors l'Europe est très contente d'avoir des lois contre l'incitation à la haine raciale, mais on voit qu'en Europe, l'extrême droite qui pratique la haine raciale, elle n'est pas du tout freinée par Dites-moi, à votre avis, juste une chose, Pierre Guerlin, l'islamisme radical ne pratique pas la haine raciale, pour vous? Bien sûr. Mais on va pas... Non mais c'est intéressant parce que vous me donnez... Non mais je suis très frappé que monsieur le professeur des études américaines à Paris-Nanterre ne me donne des exemples que d'un seul côté. Moi je vous donne des exemples des deux côtés, vous avez des exemples d'un seul côté. Vous êtes un peu manichéen, cher professeur. Tous ces gens
tous ces gens qui manifestent aux États-Unis, tous, y compris les groupes juifs américains qui manifestent pour un j'ai compris, sur ce cessez-le-feu, dénoncent le Hamas et les brutalités, les crimes du Hamas. Il est clair que le Hamas a commis des crimes de guerre. On va être d'accord là-dessus, je pense. Il est clair qu'il y a des groupes terroristes qui sont animés par la haine de l'autre. Mais moi, je ne parle pas du monde arabe, là. Je dis ce qui se passe aux États-Unis. Je comprends. Écoutez, merci en tout cas, merci de votre témoignage et on va continuer à parler de tout ça parce que malheureusement, cette histoire n'est pas finie. Merci Pierre Gerlinge. Merci beaucoup. Merci, je rappelle que vous êtes professeur émérite en études américaines à Paris-Nanterre et puis ça y est, vous connaissez la musique. Le grand sapin de Noël de Sud Radio, c'est maintenant. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre petit ou gros cadeau en direct. Et c'est Brice, le grand gagnant, qui nous appelle depuis Valence dans la Drôme. Bonjour Brice. Bonjour. Bon, vous avez été sélectionné pour le grand sapin de Noël Sud Radio. Brice, vous gagnez. Super, une tablette tactile offerte par la Confédération des buralistes qui vous offre un confort largement supérieur pour nous écouter, pour nous regarder peut-être sur YouTube et sur Facebook. Merci beaucoup Brice de nous avoir appelé. Merci beaucoup. Vous avez prévu quelque chose pour les fêtes là? Vous êtes dans les préparations? En famille. En famille avec ma maman, mon fils, ma femme. Voilà, on va tous se retrouver. Bon, vous aurez une tablette pour nous écouter. Merci beaucoup Brice de nous avoir appelé et restez connectés jusqu'au 25 décembre puisque le sapin de Noël Sud Radio continue sur les réseaux sociaux et sur sudradio.fr. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il est confiné au Kremlin, il ne bouge plus. D'ailleurs, selon certaines chaînes d'infos, il est malade. Et il nous a annoncé 50 fois, il a le cancer, il a d'autres choses. D'ailleurs, ce n'est plus lui, c'est un hologramme. Évidemment, j'ai parlé de Vladimir Poutine. Ah bon? Il n'est pas confiné au Kremlin? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Bon, je ne comprends plus rien. Oui, il peut dire « We are the champions ». Normalement, la Cour pénale internationale, c'est pas rien, a lancé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, qui normalement devrait, dès qu'il sort de la Russie, être arrêté en grande pompe et d'ailleurs jugé par un tribunal pénal international pour ce qu'il a fait notamment en Ukraine, ce que la Russie a fait en Ukraine et l'Occident, embargo, etc., tout ce qu'on sait depuis effectivement 1 an et demi et un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était incroyable. Il a été escorté comme un monarque à Abu Dhabi, en Arabie Saoudite. Il a reçu le président iranien. Voilà, il a fait une tournée aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, pas à la COP. Non, apparemment, ça l'intéressait pas beaucoup. Il a été connu avec les honneurs par Mohamed Ben Zayed. Il a été recueilli par Mohamed Ben Salman, accueilli avec des honneurs. Voilà. Il a salué les Émirats comme principal partenaire commercial de la Russie dans le monde arabe, etc. Voilà. Alors, on respecte les sanctions de l'ONU, mais enfin, je comprends pas. Alors, la Cour pénale internationale, elle ne s'applique pas au Moyen-Orient? Elle ne s'applique pas dans le Golfe? Je comprends pas. Alors, Vladimir Poutine peut circuler comme il veut, et il est reçu effectivement avec tous les honneurs dus à son rang, ou dus ou pas dus, enfin bon. Et puis il y aura effectivement l'Iran aussi, il va en parler. Alors écoutez, je comprends pas, moi, ne me dites pas que la Cour pénale internationale n'a pas de pouvoir international. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est un scandale. Il faut protester vraiment, ou alors, cher gouvernement, vous n'avez pas de parole, vous n'avez pas de cohérence, vous êtes faible, je ne peux pas le croire.
Allez, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va enchaîner avec les U et les bravos d'André Berkoff. Et puis nous aurons Michel Onfray qui sera notre invité à partir de 13h sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. André Berkoff, vous recevez aujourd'hui le philosophe Michel Onfray et auteur de nombreux livres, dont ces deux derniers, Théorie de Jésus et le fétiche et la marchandise, les deux aux éditions Bouquin. Bonjour Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray. Bonjour André. Bonjour. Alors c'est bien Michel, parce que à chaque fois que vous publiez un bouquin, vous étiez situationniste dans le fétiche la marchandise, quand je dis situationniste, post-situationniste peut-être, et là vous êtes théologien avec Théorie de Jésus. Et Théorie de Jésus, évidemment, de Michel Onfray, on n'attendait pas que ça soit une biographie, mais vraiment une théorie, parce que ce qui est intéressant, c'est que je rappelle que vous êtes athée, Dieu merci, comme disait Ernest Renan, mais que ce que vous dites, c'est que Jésus n'a pas existé, mais que ce qu'il est, l'idée qu'il est, ce qu'il représente est beaucoup plus important et incarné que n'importe quel existant. C'est un peu ça ? Alors disons qu'il n'a pas historiquement existé, c'est-à-dire il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est appelé Jésus, dont le père a été Joseph, la mère Marie, avec des frères et sœurs, etc. Enfin ça n'a pas eu lieu, je dirais. Mais attendez Michel, vous savez que vous êtes à l'encontre de dizaines de millions ou de milliards de croyants en disant ça. Non, je suis au contraire en phase avec des millions de gens sur la planète ou des milliards de gens sur la planète. C'est-à-dire que en France, oui, c'est effectivement une thèse que n'acceptent pas beaucoup de gens, y compris les athées, qui croient en l'existence d'un Jésus historique. Mais sur le restant de la planète, les musulmans ne croient rien de tout ça, les hindouistes ne croient rien de tout ça, les shintoïstes ne croient rien de tout ça, les animistes ne croient rien de tout ça. Je parle des chrétiens là. Je parlais des chrétiens. Quand je disais que vous choquiez. Ouais. Oui, alors les chrétiens estiment effectivement qu'il y a eu un homme qui un jour est arrivé et qui a eu un père, une mère, etc., etc. Et puis qu'il a été surtout envoyé par Dieu, qu'il est le fils de l'homme, le fils de Dieu en même temps. Évidemment, je ne crois à rien de tout ça. En revanche, je pense que la clé que je donne, c'est une clé qu'on appelle mythiste. Je ne suis pas l'inventeur non plus de cette thèse-là. Elle existe chez Bruno Bauer en Allemagne, et puis ensuite on la retrouve au 19e siècle, puis avec des théologiens qui sont des gens comme Paul Wickouchou ou Prosper Alfaric, dont on ne parle pas, évidemment, qu'on n'édite pas ou qu'on ne réédite pas, sauf quelques petits éditeurs courageux. Mais cette idée que Jésus n'a jamais existé historiquement, je veux dire que c'est une idée qui existe aussi pour l'islam, mais donc c'est pas le sujet. C'est une idée que j'ai dans un coin de la tête depuis bien longtemps. Et mon vieux maître, Pierre Fagnon, m'a dit un jour: vous écrivez une biographie de Jésus. Je pense qu'il n'imaginait pas que j'écrive ce genre de biographie, mais j'ai effectivement écrit la biographie d'une idée. Parce que la chose est très simple. C'est que les Juifs disent dans la Torah, dans ce que les chrétiens appellent le Pentateuque, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, ils nous disent qu'un jour un prophète viendra, un Messie viendra, il fera ceci, il fera cela, il dira ceci, il dira cela. Et puis, évidemment, ça changera le monde. Et certains Juifs disent, non, c'est plus la peine de l'attendre, il est venu. Et d'ailleurs, il a fait ceci, il a fait cela, etc. Mais toujours avec un œil sur le rétroviseur. Ces gens-là, c'est-à-dire saint Paul, qui s'appelait Saül avant sa conversion, nous disent il est arrivé dans tel endroit avec un père qui s'appelait Joseph, Marie, etc. Enfin, toute l'histoire que l'on connaît. Mais tout ce qui caractérise Jésus se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Un seul exemple. Quand Jésus se retrouve sur la croix, les dernières paroles de Jésus sur la croix, du Christ sur la croix, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lama sabachthani, oui, tout à fait. Voilà, en araméen. Et donc, cette phrase, elle se trouve explicitement dans l'un des psaumes, psaume 20, 1000 ans avant que Jésus n'existe. Moi, je veux qu'on m'explique. C'est-à-dire que au moment où il est en train de mourir, Jésus, il a une bonne mémoire et il est en train de nous réciter quelque chose qu'il a appris. Non, ça n'a aucun sens. Et juste Michel Onfray, puisque vous avez creusé de la même manière que Madame Bovary a existé, mais elle a existé comme héroïne littéraire de fiction. Jésus a été fabriqué par des évangélistes qui ont dit, regardez, il a été ceci, il a été cela. Et puis, il y a une couche des couches importantes qui font que pendant les siècles, y compris avec l'histoire de l'art, on a fini par ajouter le bœuf, l'âne, la crèche, Gaspard, Melchior, Balthazar et toute l'histoire qu'on sait. Oui, mais alors justement,
puisque vous avez creusé cela, dans les psaumes, quand vous dites que cette phrase existait dans les psaumes, dans quelles circonstances? C'est toujours à la suite soit d'un meurtre, soit d'une immolation? Oui, la crucifixion s'y trouve même déjà, enfin, tout y est. C'est-à-dire que j'ai été moi-même étonné par ce que j'ai découvert en travaillant. Oui. C'est-à-dire que c'était mon hypothèse. Je me suis dit, il va falloir que je la vérifie sur l'ensemble de la biographie. C'est-à-dire, c'est pas compliqué, de l'Annonciation jusqu'à la résurrection. Oui. Ou si on veut rester sur le terrain purement matériel de la naissance jusqu'à la mort. Et je me suis dit, allez hop, on y va, on commence, on démarre. Et puis, j'ai cherché et j'ai trouvé à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois. Mais je me suis dit, mais c'est incroyable comme ça marche. Mon hypothèse est devenue une thèse finalement, parce que il n'y a pas un moment où on ne puisse pas dire que quand Jésus dit ceci, fait cela, ou se comporte comme ceci, ou se comporte comme cela, et il n'aille voir du côté ou on aille voir, les évangélistes aillent voir du côté de l'Ancien Testament. Vous voulez dire que toutes ces références existaient déjà dans l'Ancien Testament, c'est ça? Complètement. Et très précisément dans le Pentateuque des Juifs, dans la Torah, les 5 premiers livres où on trouve un nombre considérable d'informations. Donc on le fait naître dans un endroit où effectivement tout est en relation avec la descendance davidique. On le fait, on lui fait voir le jour dans un endroit où il y aura, comme par hasard, un phénomène céleste qui, comme par hasard, apportera des rois mages qui, comme par hasard, Gaspard, Melchior et Balthazar, sont l'un jaune, l'autre noir et l'autre blanc. Et si on peut croire ça, on le croit, d'accord, mais on peut aussi se dire que finalement, c'est allégorique et c'est symbolique, que les 3 couleurs, c'est l'humanité tout entière. Et que donc les présages qui sont annoncés habituellement par les comètes dans l'Antiquité nous signifient que quelque chose d'important va avoir lieu pour l'ensemble de la planète. C'est ça le discours. Donc la proposition que je fais, c'est une lecture allégorique. C'est qu'à chaque fois que quelque chose est dit, on aille voir ce que ça signifie d'un point de vue allégorique. Oui, alors justement, et vous dites que chaque séquence signifie quelque chose jusqu'à la fin, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, effectivement, et même la résurrection existe dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque. Oui, c'est-à-dire que cette histoire. Alors, il y a parfois des singularités. Par exemple, la résurrection de la chair, c'est quelque chose de plutôt paulinien, je dirais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai travaillé essentiellement sur les évangiles. C'est-à-dire que j'ai pas pris les textes de saint Paul en disant les épîtres, les lettres aux Corinthiens, aux Romains, etc. Je me suis dit la biographie de Jésus m'intéresse et pas seulement ce qu'on ajoute par la suite. Alors effectivement, il faut aller chercher sur la question de la résurrection 1 ou 2 phrases et par la suite, ce sera développé par saint Paul. Alors évidemment, le christianisme, c'est le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament, ce ne sont pas que les évangiles. Ce sont aussi les actes des apôtres, ce sont aussi les fameuses épîtres de saint Paul, et là, pour le coup, on rajoute des choses. Alors là, pour le coup, ça n'a plus rien à voir avec la biographie de Jésus, mais ça se superpose. Donc, le christianisme, évidemment, se distingue du judaïsme, et il se distingue sur un certain nombre de choses. C'est d'ailleurs ce qui fait que, à un moment donné, les Juifs voudront que Jésus soit crucifié, parce qu'un Juif qui ne veut pas de la circoncision, un Juif qui ne respecte pas le Shabbat, un Juif qui ne respecte pas les interdictions alimentaires, un Juif qui estime qu'une femme adultère doit être pardonnée, alors qu'à l'époque, la loi judaïque invite à la lapider, c'est évidemment un juif qui n'est pas un juif, ou qui sort du judaïsme. Donc il s'est passé ce qui s'est passé. Mais alors, ce que vous dites justement, alors parlons de l'idée, parce que biographie d'une idée. Donc c'est le judéo-christianisme, une idée qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'idée, puisque l'idée, elle n'a jamais été aussi, en tout cas présente, et aussi, je dirais peut-être pas active, mais actée dans le monde? Oui, c'est-à-dire que nous sommes tous la question de la guerre des civilisations pose des problèmes, mais je veux dire que la France, l'Europe est un pays, enfin la France est un pays de tradition judéo-chrétienne, et l'Europe aussi. On a beau dire que c'est pas vrai, que c'est pas le cas, c'est faux. Il y a des gréco-romains, et puis il y a des judéo-chrétiens, et puis les gréco-romains s'associent aux judéo-chrétiens, et ça fabrique une civilisation tout à fait particulière. Mais on peut tout montrer, c'est-à-dire je pourrais improviser tout de suite quelque chose qui montrerait que l'art contemporain, par exemple, est entièrement baigné par le christianisme. Entièrement. Tout l'art du XXe siècle, l'art conceptuel, l'art abstrait, tout cet art-là est là pour nous raconter que, finalement, dans l'art conceptuel, par exemple, l'essentiel, c'est le projet, l'essentiel, c'est l'abstraction, l'essentiel, c'est l'absence. Saint Jean dit quand même très précisément, je pense que, pour imaginer même que ma biographie, entre guillemets, est un commentaire de cette phrase de Saint Jean, il dit « Au commencement était le verbe ». Le logos.
le Verbe s'est fait chair. Ouais. Et donc c'est l'histoire de l'incarnation de ce Verbe, parce que moi je pense que Jésus n'est qu'un verbe. C'est-à-dire, quand je dis n'est qu'un verbe, c'est un verbe performatif. Oui, ce n'est pas péjoratif. Il enseigne des choses et on estime que ce qu'il dit produit ce qu'il vient de dire. C'est ce que les linguistes appellent le performatif. Un maire, par exemple, vous allez vous marier à l'église et le maire dit « je vous déclare mari et femme ». Du simple fait qu'il l'ait dit, ça a lieu. Eh bien, le Christ est dans une logique performative. Quand il dit, ça a lieu du simple fait qu'il le dise. Oui. On va tout de suite reprendre Michel Onfray après cette petite pause, quelques minutes, 2 minutes, et puis nous reprenons et nous allons aller un peu plus loin dans cette biographie d'une idée. On continue cet entretien avec Michel Onfray et avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leader. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et le paradoxe vraiment développé par Michel Onfray, parce que ce qui est quand même très intéressant dans votre livre, il n'y a pas que ça, c'est que vous suivez pas à pas, pratiquement vraiment, je dirais pas heure par heure, mais pas loin, l'existence de Jésus telle qu'elle est racontée dans les évangiles et dans les écrits, etc. Et en même temps, vous dites, voilà, il y a ça, et on parle, et Jésus, on ne connaît pas vraiment son physique, et il a fait ça à 8 ans, il a fait ça à 10 ans, il a fait ça à 15 ans, les marchands du temple, et en même temps, vous dites, mais tout ça, c'est un concept. C'est intéressant parce que vous suivez pas à pas, mais en même temps, vous dites, oui, mais tout ça, c'est une idée, c'est un concept en marche, quoi. C'est un concept qui vient. C'est quand même un sacré paradoxe. Par exemple, aux États-Unis aujourd'hui, vous avez des ateliers d'écriture où on apprend à écrire des romans. Et on dit voilà comment il faut s'y prendre pour créer un personnage. Donc vous avez des gens qui créent aujourd'hui il y a plus beaucoup de romans. Hein. C'est-à-dire les gens quand ils créent un personnage, la plupart du temps, c'est pour régler leur compte avec une ancienne maîtresse, un ancien amant, un voisin de palier ou je ne sais quoi. Et ils racontent l'histoire, et ils modifient juste le prénom. Ils ont un voisin qui est blond et d'un seul coup le héros de roman il est brun. Et ils ont l'impression qu'ils ont effectué le travail de translation. Mais en fait il y a des personnages qui, je sais pas, Martin Dugard par exemple dans Les Thibauts, qui invente Antoine, Jacques ou des personnages. Mais alors on invente totalement des personnages. Et bien là on invente totalement un personnage, mais avec une espèce de feuille de route. La feuille de route étant que l'Ancien Testament enseignant que le Messie à venir dira ceci, fera cela, se comportera comme ceci, se comportera comme cela. On dit ben voilà, débrouillez-vous, racontez l'histoire de quelqu'un qui est venu, qui a dit ceci, qui a fait cela, etc. Et donc on fait un texte, les autres prennent le texte, puis les autres commentent le texte. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui des 4 évangiles. Il y a 3 des évangiles dont on dit qu'ils sont synoptiques, c'est-à-dire qu'on peut prétendument les lire côte à côte, ce que évidemment personne ne fait jamais. Éventuellement, vous les lisez à la queue leu. Ouais. Vous lisez Matthieu, Marc et puis Luc. Mais l'idée de dire j'ai les 3 évangiles devant le nez et je regarde comment les 3 racontent la nativité, les 3 racontent la crucifixion. Et alors là, c'est rempli de contradictions. C'est-à-dire que vous prenez la crucifixion, il n'y a pas le même nombre de personnages au pied de la croix. Quand Jésus réapparaît, il réapparaît pas au même personnage. Il n'y a pas le même nombre de personnages quand il intervient ici, là ou ailleurs, etc. On voit bien que c'est une fiction. Il naît à Nazareth. À l'époque, Nazareth n'existe pas comme village constitué véritablement. Évidemment, il existera plus tard quand on racontera son histoire, c'est-à-dire au moins un siècle après. Les gens pensent que ils confondent les évangélistes et les apôtres comme si les évangélistes avaient rencontré Jésus. Aucun des évangélistes n'a évidemment rencontré Jésus. Je dis évidemment puisqu'il n'a pas existé historiquement. Mais ce sont des gens qui écrivent 40 ans, 50 ans après, voire un siècle après, pour raconter une histoire qu'ils n'ont évidemment pas vécue, mais qu'ils ont vécue sur le papier, ou que d'autres ont vécu sur le papier. Mais alors ce que vous dites, Michel Onfray, quand même, quelque part, c'est un ChatGPT génial, ce que ne sera jamais ChatGPT, bien sûr. Mais il y a quelque chose c'est une reconstruction, je ne dirais pas à l'identique, mais à la diversité peut-être, mais enfin c'est une reconstruction tout à fait extraordinaire, parce qu'on a repris, et d'ailleurs effectivement tous les textes saints, sacrés, dits sacrés, se reprennent, ceux-là en tout cas.
Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que moi j'ai fait des études de philo, enfin j'ai fait 8 ans de philo à l'université, on ne m'a jamais parlé des philosophes qu'on appelle les pères de l'Église, la patristique, les pères de l'Église. Grégoire de Nazianze, Méthode d'Olympe ou Dorothée de Gaza, ou ces gens, on n'entend jamais parler de leur nom. Alors un peu Saint-Augustin, mais c'est à peu près tout. Alors que pendant 5, 6, 7, 8 siècles, il y a des philosophes, c'est considérable la bibliothèque des pères de l'Église, qui justement essaient de boucher les trous. Parce qu'il y a des moments où on se dit, bon alors, ce Jésus... comment se comportait-il? Comment faut-il se comporter? Il a rien dit là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire? Par exemple, Jésus et l'avortement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit qu'on pouvait avorter ou pas? Évidemment, Jésus ne dit rien. Donc, vous avez des philosophes qui commencent à disserter là-dessus. C'est-à-dire que l'histoire de l'Occident, c'est l'histoire de l'habillage de Jésus. Ce logos, ce verbe qui n'existe que comme verbe, il faut lui donner une existence réelle et concrète. Donc, il y a la philosophie, il y a l'histoire de l'art. Et d'un seul coup, on commence à peindre Jésus, et comme par hasard, Jésus qui, s'il avait existé historiquement, aurait été un sémite tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire la peau basanée, les cheveux bruns, frisés, et quand vous regardez dans l'iconographie, ce Jésus-là n'existe pas. On a un Jésus qui ressemble au peintre qui le peint et qui le peigne, c'est-à-dire qu'il l'invente. Un Jésus blond aux yeux bleus, plutôt scandinave, s'il faut le dire ainsi. Donc plutôt arien que sémite, pour utiliser ce vocabulaire. Donc l'histoire de l'Occident, ça n'est jamais que l'histoire du comble des manques qu'il y a à cette histoire, en disant on ajoute des notes en bas de page de ce que les évangélistes ont écrit. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on en arrive effectivement à faire, enfin, je veux dire, cette espèce de saga qu'embrasse encore aujourd'hui des millions, sinon des milliards d'hommes. Mais au fond, qu'est-ce qui fait que, alors vous dites judéo-chrétien, mais l'islam aussi a emprunté énormément de choses, mais de façon très différente. Oui, alors ça aussi c'est une histoire à faire. C'est-à-dire qu'en amont et en aval, on voit bien que le christianisme se constitue avec les textes judaïques, avec la Torah. Mais la Torah se constitue aussi avec des textes en amont, qui sont des textes religieux, mais qui ont cessé de l'être. Je pense à tout ce qui relève de Assur, Sumer, Babylone, l'Égypte. Il est bien évident que tout ça existe. Par exemple, le déluge se retrouve dans l'Ancien Testament, mais ça se retrouve dans l'épopée de Gilgamesh. Donc on voit bien qu'il y a des sources. C'est toujours sur les épaules d'autres qu'on grandit, quoi. Ouais, c'est clair. Absolument. On se juge. Absolument. Ouais. Et il en va de même avec l'islam, parce que il y a des judéo-nazoréens, et pas nazaréens, mais des judéo-nazaréens, nazoréens, qui eux constituent des petites sectes, parce que il y a eu autant de chrétiens qu'il y a eu de christianisme, on dirait, que de chrétiens au 1er, au 2e ou au 3e siècle. Ça s'arrête avec Constantin, l'empereur, qui à un moment dit, il y en a un, le christianisme c'est le mien, je le décide, c'est ainsi, je christianise l'Empire, et l'Empire, maintenant, il va enseigner ce genre de choses et pas autre chose. Mais on ne dit pas aujourd'hui, on n'a pas le droit aujourd'hui de faire l'histoire du Coran, de faire l'histoire de l'islam, puisque si on commence à faire ça, les musulmans ne sont pas contents, parce qu'ils disent, mais non, l'islam, ça tombe du ciel, point à la ligne. Oui, un philosophe ou un historien ne peuvent pas se contenter de ce genre d'informations. Et il y a évidemment des sources historiques à l'islam, à la naissance de l'islam, à la naissance du Coran, à l'existence du prophète, et de fait, c'est un lignage, donc avec le judaïsme, avec le christianisme et avec l'islam, l'ensemble procédant des religions abrahamiques, c'est-à-dire qu'à partir d'Abraham, à partir de Moïse, on va fabriquer un certain nombre d'histoires, mais c'est assez drôle parce que chacun ne croit qu'à son histoire. Les Juifs ne croient pas à l'histoire de Jésus ni à l'histoire de Mahomet, les chrétiens ne croient pas à l'histoire de Mahomet, et puis les Mahomet ne croient pas à l'histoire de Jésus, pas plus qu'ils ne croient à l'histoire de Moïse. Alors qu'ils en parlent dans le Coran, ils parlent de Jésus. Bien sûr. Il est question dans le Coran de Jésus, de Marie, bien sûr. Il est considéré comme un prophète. Et simplement, il défend une thèse qui existait à l'époque chez les chrétiens, c'est pourquoi il y a un passage, ils défendent une thèse qui est que Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix, c'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place. Donc ça, c'est une thèse dont on sait qu'elle existe dans le christianisme primitif, donc on voit bien effectivement, et vous avez raison de signaler ce point-là, que s'il fallait juste une preuve, ben il y en a plein, juste une preuve qu'effectivement l'islam se constitue à partir du christianisme, qui lui se constitue à partir du judaïsme, eh bien il faut aller la chercher de ce côté-là, bien sûr. C'est très intéressant parce que ça montre que, effectivement, que tout ça se suit et évidemment se transforme. Michel Onfray, on va parler peut-être au-delà de ce qui se passe côté Jésus et de cette biographie d'une idée que je recommande parce que c'est un livre vraiment passionnant à lire. On va peut-être parler de l'état des lieux, de notre douce France, cher pays de mon enfance. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Quasiment 13h30 sur Sud Radio, on est toujours avec Michel Onfray, philosophe qui vient nous présenter son livre Théorie de Jésus aux éditions Bouquin. Et on sera avec vous dans quelques instants au 0826 300 300. Alors on ne quitte pas la théorie de Jésus, on la quitte, mais la quitte-t-on vraiment? Pour parler un peu, juste dire, de revenir sur Terre. Mais l'a-t-on vraiment jamais quitté, pour parler un peu de ce qui se passe. Et moi, Michel Onfray, je voudrais quand même, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je suis assez frappé de voir que en ce moment, on assiste à l'effondrement de 3 narratifs quand même, et qui nous ont occupés depuis quelques années. C'est pas très 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 vieux. Mais ce qui se passe avec le narratif Covid, par rapport à tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les effets secondaires, ce qui se passe avec le narratif Russie-Ukraine, ce qui se passe à travers le narratif de réchauffement climatique, ce qui se passe à travers un certain nombre de narratifs où il y avait une doxa, une voix qui répétait du matin au soir et du soir au matin, vous le savez, sur tous les fenestrons et sur toutes les télévisions, etc. Voilà, c'est ça ce qui se passe, c'est ça le bien, c'est ça le vrai. Et puis le réel frappe à la porte, et là on sent chez beaucoup de gens, y compris ceux qui étaient totalement, qui fustigeaient les complotistes, les ceci, les cela, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer assez fortement, y compris évidemment sur les sujets qui vous intéressent comme le souverainisme et tout. Est-ce que cette évolution des narratifs, ou cette termitarisation, si je peux dire, des narratifs, est-ce que c'est quelque chose qui vous frappe ? Oui, ce que les Américains appellent la post-vérité, c'est problématique, parce que la post-vérité, ça suppose qu'il n'y a pas de vérité, pour le coup. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité d'individu, donc n'importe qui peut dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet. C'est la fin de l'expertise, c'est la possibilité pour chacun d'être un expert, c'est l'ubérisation en général, c'est-à-dire que n'importe qui peut être aujourd'hui chauffeur de taxi, ou n'importe qui peut être aujourd'hui hôtelier ou restaurateur et accueillir du monde chez soi. Sauf qu'il y a un moment donné, si on réfléchit bien, le jour où vous avez le besoin de changer une valve cardiaque, par exemple, vous n'acceptez pas l'ubérisation de la chirurgie. Vous voulez pas vous faire opérer par un charcutier. Le jour où vous avez besoin de traverser l'Atlantique, vous n'acceptez pas qu'il y ait une ubérisation du commandant de bord et qu'on nous dise aujourd'hui le commandant de bord a ses brevets pour piloter un ULM. Donc il y a juste un moment, personne ne montera dans l'avion et personne ne se fera opérer non plus. Donc je crois qu'il y a un moment donné où cette espèce de fausse démocratie, où il y a vraiment une vraie démagogie, où chacun peut dire, mais moi, après tout, j'ai le droit de parler autant que vous. Je ne sais rien du tout, je n'ai jamais travaillé la question, mais je vais pouvoir vous dire autant de choses que vous, voire plus, y compris avec l'agressivité, la méchanceté, la mauvaise foi, et le relais sur les réseaux sociaux, etc., etc. C'est ça qui est problématique. C'est pas la fin de tel ou tel narratif. C'est l'idée que aujourd'hui, l'ubérisation est généralisée, y compris de l'intelligence, du journalisme ou de l'information. C'est vrai. Non, mais là, le tout qui est l'équivalent de tout, et que tout se vaut et tout n'importe qui, on est d'accord. Non, moi, la question que je posais, c'est quand même, il y a eu un management par le chaos, il y a eu un management par la peur, il y a eu quand même c'est pas un complot, mais c'est une véritable intention de dire, écoutez, le bien c'est là, le vrai c'est là, et si vous n'êtes pas d'accord, ben vous serez en danger. C'est ça, Michel Onfray, Alors, s'il faut prendre l'exemple, je pense que c'est ce qui vous intéresse un peu, c'est peut-être la question de la gestion du Covid, par exemple. C'est facile de faire le malin des années après quand on sait comment ça s'est passé. C'est surtout comme ça qu'il faut penser la chose. C'est-à-dire que quand on essaie de penser de manière dialectique, jour après jour, on ne pense pas exactement la même chose que quand la chose est terminée et qu'on peut avoir un regard rétrospectif. Donc il y a plein de gens aujourd'hui qui font les malins en disant « Ah, mais moi je l'avais bien dit », mais vous l'avez dit quand, enfin pas vous, cher André, mais vous l'avez dit quand, où, comment et de quelle manière. C'est facile après de dire que les gens avaient prévu ce que le futur a réalisé. Mais Michel, est-ce que ça ne vous fait savoir que cette épidémie, elle disparaîtrait parce que c'était le propre du vivant que de mourir et de disparaître. Donc je veux bien qu'on aille chercher les textes que j'ai pu écrire. Non, je sais. Non, mais c'était pas une attaque. Je sais que vous êtes sensible à ça parce que beaucoup de gens, y compris là, vous savez, quand je vous le dis parce que on se connaît assez, beaucoup de gens, quand j'ai dit, et vous savez le plaisir que j'ai toujours à vous inviter, oui, mais Michel Onfray, oui, il a dit ça sur les antivax, il a dit, il a été pire que tel ou que Véran quand il a dit oui, le sida, etc., etc. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous a touché et que du coup, rétrospectivement, alors que tout le monde a le droit de dire à un moment donné ce qu'il pense, enfin.
Tout le monde a le droit de dire tout ce qu'il pense, y compris des bêtises, mais je vois beaucoup de violence à l'endroit d'un certain nombre de gens qui estiment que effectivement je suis sorti de leur vie avec des arguments du genre je suis payé par les trusts pharmaceutiques quand même. Hein. Oui, je veux dire que quand on a que ça à m'opposer en disant que je suis payé par les trusts, bah oui, mais enfin ça reste comme ça. Alors moi je veux bien qu'on fasse des débats d'idées, mais s'il s'agit de dire que je suis devenu une pourriture vendue au capital et je suis payé par les trusts pharmaceutiques, bon je traite ça par le mépris. Mais je veux bien qu'on discute un peu de la réalité du vaccin, de ce qui s'est passé. Si on peut vraiment débattre, allons-y. Mais on est au-delà du débat. Il y a des gens qui ont absolument besoin de haine, qui ont absolument besoin de violence, qui ont absolument besoin de trouver un objectif parce qu'il faut absolument détester chaque matin. Je fais partie de ceux-là pour quelques-uns. C'est pas très grave parce qu'il y a la même chose avec les mélanchonistes, avec les macronistes. Peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est la justice, la justesse, la vérité. Alors, je ne dis pas que je ne me trompe jamais. Je dis simplement que l'idée que Bill Gates ait pu vouloir pucer les gens pour pouvoir un jour claquer des doigts et faire un grand reset pour que les gens puissent avancer d'un même pas, je me dis ces gens-là ils sont pucés eux à leur manière parce que il suffit qu'un complotiste claque des doigts pour qu'ils se mettent en marche comme un seul homme. Donc il y a un moment donné où je veux bien qu'on parle, mais je veux bien reconnaître quelques erreurs. Je voudrais qu'on sache qu'il y a un moment donné où j'ai dit aussi des choses concernant le vaccin et les enfants et qu'on pense ce que j'ai dit avec le livre que j'ai écrit qui s'appelle La vengeance du pangolin. Moi j'ai pas honte de dire qu'on peut encore lire ce livre-là et que j'y aurais dit des choses avec lesquelles je ne serais plus d'accord aujourd'hui. Mais il y a quand même une espèce d'hystérie à ne pas vouloir débattre et à simplement jeter l'anathème en disant si on pouvait mettre un bûcher, allumer un bûcher, on mettrait un bûcher parce que laissons les inquisiteurs et les haineux de côté. Simplement, mais Michel Onfray, mais on a le droit aussi de penser très sincèrement et penser des choses et réaliser des choses sur lesquelles on peut revenir. Après tout, je veux dire, ça fait partie de la pensée. Vous savez très bien, la pensée, ça se chauffe à la température de sa propre, incendie. C'est voilà. Non, mais je suis d'accord pour ce que Baudelaire appelait le droit à la contradiction. Je suis aussi d'accord pour dire qu'on doit pouvoir débattre sans s'insulter. Je suis aussi d'accord pour dire que si on veut échanger, on commence pas par dire des gens qui sont payés par le grand capital et qui sont devenus des compagnons de route du fascisme. Moi, je parle pas avec des gens comme ça, c'est pas possible. Après, si on veut débattre, on débat de tout et on s'entend sur tout. Moi, je n'agresse jamais personne avant que de me faire agresser personnellement. Donc c'est facile à voir. Hein. Ça fait des années que ça se passe comme ça. Mais il y a un moment donné où quand on dit que je suis fasciste ou d'extrême droite, je dis non, je ne débat pas avec des gens comme ça. On commence par débattre avec des arguments. On me dit, vous vous êtes trompé quand vous avez dit ceci, vous commettez une erreur quand vous pensez cela, vous avez écrit à tel moment telle chose, mais ça, vous êtes d'accord pour discuter avec... J'entends tout ça. Oui, c'est mais ça. je n'entends pas l'attaque ad hominem parce que ça, je passe mon chemin. J'ai autre chose à faire que de discuter avec des gens qui m'insultent. Mais vous savez très bien, Michel Onfray, la phrase de Courteline, passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. Donc, passons. Non, moi je ne traite pas d'imbéciles les gens qui sont contre le vaccin. C'est la différence. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas que ces gens-là sont payés par je sais pas quoi, par des pédophiles américains. J'ai jamais dit ça. Non, mais j'ai jamais maîtrisé ces gens-là. Mais vous disiez qu'ils étaient dans l'erreur. Vous disiez qu'ils étaient dans l'erreur. Ce qui était votre droit à l'époque. Je dis pas que vous les avez traités payés par le grand capital ou par mais vous disiez qu'ils étaient dans l'erreur à l'époque. Ben oui, je le pense toujours. Ouais. Oui, moi, c'est pas la même chose de dire que qu'on pense que quelqu'un se trompe et que de dire qu'il est payé par, je sais pas quoi, le grand capital ou par, je sais rien, le contraire des trusts pharmaceutiques ou par un club de gens qui pensent que des pédophiles gouvernent le monde. Moi, j'ai jamais dit ce genre de choses. Je dis, mais parlons vaccin. Parlons Pasteur, parlons acide désoxyribonucléique, acide ribonucléique. Je veux bien, parlons de la constitution d'un noyau. Moi, je veux bien débattre avec ces gens-là en disant, d'abord, on commence par un truc, comment une cellule est-elle constituée? Voilà. Expliquez-moi comment une cellule est constituée. Juste pour demander qu'il n'y ait pas une ubérisation généralisée sur ce sujet-là, mais de savoir si les gens qui ont des grandes dissertations sur l'ADN et qui seraient le vecteur d'un totalitarisme savent vraiment comment fonctionne une cellule. Déjà, ça me paraît élémentaire, je pense. Non, bien sûr. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand vous avez quelqu'un qui se prétend commandant de bord, vous avez le droit de lui demander si vraiment il l'est, avant que de grimper dans l'avion. Donc là, on a envie d'avoir des débats avec des gens en disant, on va faire un petit cours de niveau 4e, niveau collège, de biologie, biologie moléculaire, pour savoir comment
Onfray, le problème... Moi, je demande du débat, je demande bien pas sûr, mais le problème n'est pas vis-à-vis de vous. Il faut bien comprendre que ce qu'il y a eu parmi des gens qui vont peut-être à l'excès et sûrement à l'excès, c'est pas vis-à-vis de vous. Pour moi, je crois qu'il y a eu, non mais il faut en parler juste ça, il y a eu un narratif quand même qui a été donné, je veux dire, officiellement, tous vaccinés, tous protégés, pas d'effets secondaires jusqu'à encore aujourd'hui, rien, tout va bien, circulaire, rien à voir. C'est pas vous qui disiez ça, c'est un certain nombre de gens qui disaient ça, et ça provoque en retour des excès de l'autre côté. Je crois que c'est ça, hein. Et malheureusement, enfin, je voudrais aborder un autre. Juste André, je veux dire que j'ai écrit un livre qui s'appelle Foutriquet, qui fait 400 pages et qui est consacré à la démolition de Macron et de sa politique. J'ai écrit un livre qui s'appelle La vengeance du pangolin et qui donne ma position sur ce sujet-là. J'en ai écrit un autre qui s'appelle Grandeur du petit peuple et qui fait l'éloge des gilets jaunes, etc. Je veux qu'on pense l'ensemble. Je veux qu'on pense ensemble, c'est-à-dire que qu'on n'ait pas l'impression que parce que j'aurais dit un jour dans une émission de télévision un bout de phrase qu'on pourrait retenir contre moi parce qu'on le ferait tourner sur Internet, l'ensemble de ce que je suis, de ce que je pense sur ce sujet est réductible à cette phrase-là. Donc je défends les gilets jaunes, je défends les gens simples et les gens modestes, je comprends que des gens aient pu être abusés, je comprends le fait que des gens puissent ne plus croire au vaccin parce que ce sont à peu près les mêmes qui ne croient plus en rien, et ce nihilisme ou à pas grand-chose, ou sauf à la violence ou à l'invective, et je ne les méprise pas. Moi, je ne les méprise pas, je ne les attaque pas, je ne les fustige pas, je ne les traite pas de tous les noms, et je ne fais surtout pas d'attaque ad hominem. Je dis juste une chose qui devrait paraître élémentaire: peut-on débattre avec des gens informés? C'est tout. Après, des gens qui sont pas informés, moi qu'on m'excuse, mais je veux dire que si quelqu'un me dit, je sais pas du tout ce que c'est que le christianisme, et j'ai envie d'avoir un débat avec vous sur Jésus, je lui dirai, écoutez, excusez-moi, mais non, allez lire et allez vous informer. On est bien d'accord. Juste, Michel Onfray, nous avons Patricia au téléphone. Et elle n'est pas du tout ni haineuse, ni agressive. Elle a une question à vous poser. Patricia, bonjour. Oui, bonjour. Je vous remercie de prendre mon appel. Alors, j'ai été une grande admiratrice des ouvrages de Michel Onfray par le passé. Sur France Culture, je suivais son université populaire d'été. Voilà. Et j'étais absolument, je vous avoue que ça a été un grand choc pour moi d'entendre les propos de Michel Onfray lors du Covid. Il dit lui-même que quand on n'est pas spécialiste, on ne devrait pas s'exprimer. Et donc malheureusement, je me suis vue traitée de presque propagateurs de sida. Il nous a comparé à des violeurs de jeunes filles. J'avoue que j'ai été complètement sidérée par cette position et cet appel, parce qu'il parle de ne pas vouloir discuter avec des gens qui se manifestent comme des inquisiteurs. Mais en l'occurrence, à cette époque-là, Michel Onfray s'est positionné comme un inquisiteur, un donneur de morale. Et de la part d'un philosophe, j'avoue que ça m'a absolument déstabilisée. Et j'ai vu que... Alors après, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un début de regret. Et malheureusement, lorsque Alexandra Orion-Caude a sorti son livre « Les apprentis sorciers », donc voilà, monsieur Onfray dit qu'il veut débattre avec des professionnels. Donc on ne peut pas nier que madame Orion-Caude est une généticienne et qu'il y a eu énormément de scientifiques de talent qui ne demandaient que le débat contradictoire, et ils en ont été privés. Et donc Patricia. moi, alors ce qui m'a surprise, de la part d'un philosophe, c'est qu'en plus il décrédibilise complètement Alexandra Orion-Caude au prétexte qu'elle était croyante et qu'une personne qui avait la foi ne pouvait pas être rationnelle. Et ça, je l'ai entendu sur une des émissions. Voilà, donc écoutez, Michel Onfray vous répond. On a bien entendu. Non, je réponds pas à ça. Je veux dire, quelqu'un qui dit que j'ai fait savoir que je comparais ces gens-là à des violeurs d'enfants, non, je réponds pas.
D'accord. Bon, mais sérieux, je veux dire, c'est pas sérieux. Je pourrais porter plainte contre cette dame. Où ai-je comparé les anti-vaccins des violeurs d'enfants? Enfin, c'est n'importe quoi. Ce que dit cette dame, c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais dit les trois quarts de ce qu'elle peut raconter. Je viens de faire savoir, les gens n'ont pas besoin Patricia, juste un mot, c'est vrai, comment vous avez entendu violeur d'enfants, Patricia? Je n'ai jamais dit que je ne débattais qu'avec des spécialistes. J'ai pas dit ça, je viens de dire que je voulais juste débattre avec des gens qui étaient au minimum au courant. Vous allez dire violeur de jeunes filles, c'est la même chose. Comment fonctionnait une cellule, j'appelle pas ça un spécialiste. J'ai même fait savoir que c'était niveau 4e. Si madame m'a écouté, je veux dire, j'ai demandé un niveau 4e. En 4e, ce qu'on fait en biologie, enfin du moins moi quand je faisais la biologie en 4e, ça nécessitait pas 12 ans d'études après le bac. Donc je n'ai jamais dit que je ne discutais qu'avec des spécialistes. Je disais que je discutais juste avec des gens qui respectent la réalité. Et madame, je pourrais porter plainte contre vous en disant que vous êtes dans la diffamation, en disant que j'ai fait savoir que je vous comparais à des violeurs d'enfants. Je sais tout. C'est délirant. Maintenant, André, moi j'ai accepté un débat sur Jésus. J'ai pas accepté un débat sur le Covid et sur les vaccins. Donc moi je vais aller faire un tour si c'est ça. J'ai pas envie de me faire traiter de violeur d'enfants. C'est n'importe quoi. Attendez, cette chaîne, qu'est-ce que c'est que ce débat? Qu'est-ce que c'est que ces questions? Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Non mais Michel, je ne vous ai pas comparé à des violeurs d'enfants. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et vous décrédibilisez en pensant qu'un philosophe ne devrait pas dire ces choses-là. Je suis entièrement d'accord avec vous. Un philosophe, ça ne dit pas ces choses-là. Et je ne sais pas si je suis philosophe, mais ce que je sais, c'est que je n'ai jamais dit ce genre de choses. Donc, en tout cas, Michel Onfray, moi je répondrai simplement à Patricia. Il faut quand même vérifier les choses et pas justement chosifier les gens et les mettre, assignation à résidence, à étiquette. Moi, en tout cas, je dis simplement... C'est un peu emblématique de la façon de procéder de ces gens-là. Hein. Oui. En tout cas, Michel Onfray, on le connaît, moi je l'ai lu, et vraiment on peut dire beaucoup de choses, on peut dire qu'il se trompe sur telle ou telle chose, mais on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui est dans le dogme et qui est justement dans le manichéisme le plus imbécile. Ce serait grotesque de dire ça. Je voudrais juste, avant de prendre un autre, je voudrais juste parler, Michel Onfray, à propos du foutriquet que vous avez écrit, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, politiquement, ce qui se passe aujourd'hui, on voit cette espèce d'ossification, de choses extrêmement fortes, de face à face, d'affrontements, etc. Je ne veux pas parler de tout ce qui s'est passé entre Crépol et ailleurs, entre vraiment l'ensauvagement, mais est-ce que ça devient de plus en plus crispé, de plus en plus intense et de plus en plus, mais vraiment glauque et nauséeux? C'est inéluctable, ça, Michel Onfray? On vient d'avoir un exemple avec ce qui vient de se passer là dans le quart d'heure, c'est-à-dire que oui, c'est devenu tout et n'importe quoi, c'est la haine, c'est le mépris, c'est le refus de débattre, on prête à autrui des idées qu'il n'a pas, des propos qu'il n'a pas, il y a une espèce d'ensauvagement du débat, de l'impossibilité du débat aujourd'hui, il y a une disparition de l'intelligence, une disparition de la culture, une disparition de la courtoisie, il y a cette idée que la vérité disparaissant, on peut dire tout et n'importe quoi. Alors c'est pas impossible que ces sottises sur moi aient été écrites sur Internet, je veux dire, c'est une poubelle remplie d'ordures que les gens se versent sur la tête chaque matin. Donc il y a un moment donné, on ne lit plus, on n'écoute plus ce que les gens disent, on est juste abonné à des sites qui nous confirment dans nos bêtises, c'est-à-dire que le catholique va regarder des sites catholiques, le communiste va regarder des sites communistes. Il y a même aujourd'hui la possibilité de se fabriquer une information pour soi-même. On fait pas plus narcissique. C'est-à-dire, donnez-moi les informations qui me confortent dans ma bêtise. Moi, ce que je lis, ce sont des journaux d'opposition à ma pensée, des journaux divers et multiples, parce que j'ai envie de débattre, j'ai pas envie de mépriser les gens ou de faire des attaques ad hominem. Je dis, mais discutons sur les effets, par exemple, du vaccin, et puis parlons-en véritablement. Mais si on commence par insulter les gens, c'est pas possible. Alors oui, ce qui se passe dans le débat, ce qui vient de se passer il y a un quart d'heure, ce qui se passe dans les sociétés, dans les cités, ce qui se passe dans les trains, ce qui se passe en banlieue, ce qui se passe dans les petits villages de campagne où on poignarde des gens, c'est la même chose. C'est un ensauvagement total, avec disparition totale de la raison, de l'intelligence, de la culture, du débat et de ce qui faisait les grands principes de la philosophie des Lumières, jadis. C'est fini. Alors aujourd'hui, les coups de couteau consistent à dire, mais vous nous avez comparé à des violeurs d'enfants. C'est pas fini, métaphoriquement, allégoriquement, c'est très exactement la même chose. Le débat n'est plus possible, n'est plus pensable. Non, mais heureusement, là, les couteaux ne sont pas sortis. Je voudrais revenir à Jésus. C'est pas moi qui les sors. Je veux dire, moi, je me défends de ce genre d'attaque au couteau allégorique. Je dis bien allégorique, j'entends
entend bien. Ne coupez pas allégorique en disant attaque au couteau. Et Onfray, il a dit qu'on l'attaquait au couteau sur Sud Radio. Parce qu'il y a aussi ce genre de défaut d'intelligence qui fait qu'on n'entend plus l'allégorique. Et là, on aurait pu en parler, puisque je dis que l'allégorique, c'est un pur produit du christianisme. On comprend pas le symbole, on ne comprend pas l'humour, on ne comprend pas le deuxième ou le troisième degré, on ne comprend pas la plaisanterie, on ne comprend pas l'ironie, on ne comprend pas ce qui faisait l'esprit voltairien, tout ça est fini. C'est-à-dire aujourd'hui, vous écoutez France Inter pour savoir ce que c'est que le comique, mais lisez Voltaire et lisez Rabelais pour savoir ce qu'est l'humour, la demi-teinte, la drôlerie, l'ironie, tout ça n'est pas fini, Michel. Ça procède à un ensauvagement des cerveaux. Oui. Alors écoutez, vous allez voir que là nous avons Robert. Ouais, on va revenir sur Jésus avec Robert qui nous appelle de Marseille, qui a une question sur Jésus. Il n'y a pas d'ensauvagement. Bonjour Robert. Bonjour Monsieur Bercoff, bonjour Monsieur Onfray. Pour moi, je suis fan de vous. Voilà, déjà. Bon. Et puis, je vous suis dans l'histoire de Jésus parce que j'avais lu un article parlant du Sinaiticus où on avait trouvé un évangile de Marc en 350 de notre ère et ils avaient vu qu'il y avait 35 000 annotations dessus. Alors je me suis dit que les scribes avaient écrit bien sûr les évangiles et que quelques érudits avaient modifié ce que la parole qu'on voulait leur faire écrire. C'était pour ça cette histoire de l'évangile qui a été écrite plus par des érudits que par disons que Eusèbe de Césarée, dont le père de l'Église, lui, a disons, donné une chose, quoi, disons, un modèle, et puis les scribes ont modifié toute la Bible, quoi. Merci Robert. On va reprendre juste après, et Michel Onfray répondra juste après cette interruption, la dernière. Merci. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Un livre passionnant à lire, vraiment passionnant à lire, que vous soyez croyant, agnostique, athée ou même intégriste. La théorie de Jésus, la biographie d'une idée, parce que ça va non pas rebrousse-poil, mais au contraire, ça acte tout ce qui s'est passé autour de Jésus. Michel Onfray, est-ce que vous voulez répondre à Robert par rapport à l'évangile de Marc ? Oui, parce que Robert a absolument raison, c'est-à-dire qu'il a utilisé un mot extrêmement important, c'est l'érudition. Et ça renvoie aussi à la discussion que vient d'avoir dans le dernier quart d'heure. J'avais mon vieux maître Lucien Gerfagnon qui me donnait des cours à Caen, en pleine période structuraliste, marxiste, freudienne, etc. Et lui, il parlait d'une méthode érudite. Et il avait tellement raison, c'est-à-dire accumuler un maximum de savoir sur un maximum de choses pour pouvoir penser intelligemment une question, que ce soit celle de l'origine de l'islam, que ce soit celle de la production des évangiles, que ce soit celle de la production de l'idéologie des antivax ou je ne sais quoi. C'est de multiplions les informations pour pouvoir disposer des moyens qui nous permettent ensuite de penser ou de juger. Et Robert a raison parce que aujourd'hui, quand les gens nous disent mais il y a des preuves de l'existence historique de Jésus, regardez Suétone, Tacite, Flavius Joseph, etc. Ce que ces gens ignorent, c'est que oui, il y a dans ces textes des références aux chrétiens. Qu'il existe des chrétiens, c'est pas la preuve de l'existence de Jésus historique, que je sache. C'est la même chose. D'autre part, ce sont des textes dont on ne dispose pas de manuscrits originaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des textes de Suétone qui soient contemporains de Suétone, de Flavius Joseph qui soient contemporains de Flavius Joseph. Ce sont des copies de copies de copies. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y avait dans ce qu'on appelle des scriptoriums, les gens travaillaient 10 heures par jour à recopier des manuscrits, et parfois même les gens ne savaient pas ce qu'ils recopiaient. Et puis parfois, il n'y avait pas de droit d'auteur, il n'y avait pas toutes ces choses-là, et de temps en temps on se dit tiens, il a oublié 2-3 trucs sur le christianisme. Le christianisme était une religion officielle et d'État à cette époque-là, 6e siècle, 7e siècle. Et les manuscrits sont augmentés. Et donc les gens qui nous disent il y a une preuve de l'existence de Jésus, la preuve on en parle dans Flavius Joseph,
sont des gens qui ne comprennent pas que dire qu'il existe des chrétiens, c'est la preuve qu'il existe des gens qui sacrifient à un culte, qui lui renvoie à l'existence d'un personnage qui s'appelle Jésus. Ça n'est pas la preuve que Jésus ait historiquement existé. Donc Robert a raison, plus on fait de l'érudition, quel que soit le domaine, plus on est capable de disposer un jour d'un jugement correct. Eh bien, renseignez-vous, creusez, en attendant, en tout cas, pour se renseigner, vraiment. Entre autres, lisez Théorie de Jésus de Michel Onfray. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Théorie de Jésus, c'est disponible aux éditions Bouquin. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaye. Demain, André Berkoff, vous revenez de 13h à 14h avec Céline Alonso qui fait son retour. Vous allez parler de miracle avec Didier Van Kovlart, je crois. Et puis demain, ce sera Alexis Poulain qui sera aux commandes de midi à 13h. À demain sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.